framework of the voluntary guidelines. And so on behalf of FAO, but more importantly, on behalf of the countries that receive support, thank you so much for being here and for opening the session. You have the floor. Yes. Excellencies, colleagues, ladies and gentlemen, I'm delighted to welcome you here today to this side event on the responsible governance of land tenure. After the reunification of Germany, private land rights had to be restored in the eastern part of Germany. So the German history clearly shows how closely the development of fundamental rights like land rights is linked to social progress, economic stability, and political freedom. The German constitution today provides a legal framework with respect to land regulations. The practical implementation and protection of land rights remains a central element for a just, sustainable, and stable society. Privatization in emerging markets face property and structural challenges that are comparable to the experience we made in Germany. A transparent, rule-based system of land governance and clear property rights are important for the private sector because providing legal security, economic stability, and the framework for long-term investments. This is essential for a predictable business environment, enabling development and investment in areas like urban planning, infrastructure, and agriculture by guaranteeing the rights of landowners and providing mechanisms for conflict resolutions and fair market operations. Against this background, the voluntary guidelines on the responsible governance of tenure of land and fisheries and forests, the WGGT, remain a groundbreaking international framework since adopting them in 2012. The WGGT offer principles and practice that guide states, the private sector, civil society, and communities in ensuring access to land, fisheries, and forests, resources that are not only essential for the livelihood, but also for food security, environmental, and social sustainability. Today, more than ever, the relevance of the WGGT is clear, from climate change and biodiversity loss to rising inequality and conflict over natural resources. The challenges we face demand transparent, inclusive, and rights-based approach to land and resource government. The WGGT provides a shared framework to address these complex issues, a framework that is built on human rights, participation, and accountability. However, the true value of the WGGT lies not just only in their existence, but in their uptake and implementation. The uptake of the CFS policy products, including the WGGT, is important to strengthen inclusive and right-based approaches to governance. For this reason, Germany is funding a project with the CFS Secretariat to strengthen the uptake of CFS policy products and support national stakeholders in their implementation. Therefore, I'm very glad to welcome all the panelists giving us an introduction and overview about latest developments regarding the WGGT and their uptake. This side event allows us to look at the different stages of the implementation on the WGGT from the perspective of different stakeholders. We will hear about challenges on the ground, as well as lessons learned and best practice regarding the implementation of the WGGT. Sharing experience will help us improve and adapt our efforts together. But we will also look forward. We will also be looking ahead. Our work today will also lay the ground for the upcoming ICCAT conference next year in Colombia. Let us
use this session to strengthen our partnership, deepen our understanding, and identity ways to move forward in policy and in practice. We must continue to work together across sectors and regions to make tenure systems more just, inclusive, and sustainable. Now, I'm looking forward to your contributions, and I wish you all, and I wish us, a productive and inspiring discussion. Thank you. Thank you so much, Director General. I think you have already touched upon most of the topics that I would say all of the topics that we will be covering today. And how we're going to do that? We have 4 panelists, 2 here with us and 2 online. So hopefully the technology will support us throughout the event. In this regard, let me welcome, first of all, Ms. Itayosara Rojas, advisor to the Colombian Minister for Agriculture and Rural Development. Welcome, you're very welcome. Dr. Andreas Schaumeier, Head of Division of the Federal Ministry of Economic Cooperation and Development of Germany. Welcome, thank you. We have online, hopefully, Madame Fatimatou Djibo Hima, leader of the Women's Network Femmes du Rassemblement Démocratique du Niger. Madame Hima, vous êtes la bienvenue. And finally, Dr. Mohamed Koulibaly, Assistant Professor of Law at the Université of Kourougafounga de Bamako in Mali. Welcome, Monsieur Koulibaly. So today event, if time allow, hopefully is organized through 2 rounds of questions to our speakers, and we will be closing with a few questions from the floor or from people online who are more than welcome to pose questions using the chat. So let me start with Ms. Rojas. Good morning again. So Colombia is one of the countries that at the moment is showing not only a lot of interest, but a lot of commitment with regard to tenure and land tenure. We will touch upon the ICCAT conference briefly, but before getting there, Ms. Rojas, would you like to share with us the perspective of the Colombian government, and specifically what are the measures that your government has taken to support the implementation of the voluntary guidelines? And also, if you can reflect on, from your point of view as government representative, what is the role of the government in the uptake of the voluntary guidelines? Thank you so much. Muchas gracias a todas y todos por haber despertado tan temprano en esta mañana e iniciar el día con esta discusión de cara a el fortalecimiento y el escalamiento de las capacidades que proveen las directrices voluntarias de gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques. En particular, este gobierno de Colombia desde el 2022, con su Plan Nacional de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida, puso en el centro de su política económica, social y agraria la distribución equitativa y la garantía del acceso a la tierra y a otros recursos productivos necesarios para la producción agropecuaria. Varias de las herramientas con las que contamos en nuestro Plan Nacional de Desarrollo fomentan el ordenamiento del territorio alrededor del agua para hacer aprovechamiento del recurso hídrico, fomentan también la gobernanza local y comunitaria sobre esos recursos, la tierra y el agua. Entonces, en ese sentido, las directrices voluntarias, al tener esos componentes de no solamente tierra, sino también
para los pescadores y las pescadoras, y no solamente el recurso hídrico y la acuicultura, pues también tiene el componente del manejo sostenible de los bosques en un país que comparte al menos el 30% de su territorio nacional en el bioma amazónico, constituyéndose el activo ambiental más importante que tenemos en nuestro país. El Plan Nacional de Desarrollo también empieza a juntar medidas y políticas que anteriormente se encontraban completamente divorciadas las unas de las otras, que son las políticas agrarias y las políticas ambientales. Por primera vez, después de una fragmentación en las figuras del ordenamiento territorial, los ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible empezaron a trabajar de la mano en cerrar estas brechas, especialmente porque esa separación tenía una función o cumplió una función. No podemos decir que era deliberada, pero sí cumplió una función, y era en restringir el acceso a la tierra y a los recursos a las comunidades locales, las comunidades campesinas, a los pueblos indígenas y a las comunidades negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras. Una de las justificaciones de esas herramientas son estos marcos normativos internacionales, como lo son las directrices voluntarias de la gobernanza responsable de la tierra, los bosques y la pesca. Para contestar esto, para decir, este fue el nuevo diseño institucional que se empezó a impulsar desde el Plan Nacional de Desarrollo. Ese Plan Nacional de Desarrollo, y viniendo desde el Ministerio de Agricultura, pues no puedo dejar de mencionar los importantes avances que hemos hecho en garantizar el acceso equitativo a la tierra, en formalizar las tierras y en cumplimiento del punto 1 del Acuerdo de Paz, que es la reforma rural integral. La reforma rural integral tiene muchos de los componentes que se esbozan en las directrices voluntarias de la tierra, y le añade un valor agregado a esos marcos normativos internacionales que por el momento hablan de la gestión sostenible del territorio, la tierra, el agua y los bosques. Y el valor agregado que le añade nuestro acuerdo de paz a esos instrumentos es que esos marcos normativos nos permiten, nos ayudan a construir paz duradera en los territorios, en un país que ha sido afectado por la guerra y la violencia al menos en los últimos 60 años, donde una de las causas estructurales de la violencia precisamente tiene que ver con el acceso restringido a la tierra, con la no garantía y el no respeto de los derechos de los titulares de la tierra y también custodios de la biodiversidad. Y para contar esas medidas, pues nosotras hemos prohibido el Fondo Nacional de Tierras. En este momento oscila entre 677.000 hectáreas, ya se acercan a los 700.000. Las metas que tenemos es poder cerrar este gobierno con 1 millón de hectáreas en ese Fondo Nacional de Tierras. Y hemos avanzado en la titulación de derechos para 1.700.000 hectáreas de tierra. Todavía son importantes los pasos que tenemos que dar, los desafíos, pues porque el Acuerdo de Paz habla de una meta del Fondo Nacional de Tierras de 3 millones de hectáreas, y la titulación y la formalización de los derechos son 7 millones de hectáreas. Esto para decir que al menos en 4 años ha sido el avance más significativo desde hace casi 10 años que se suscribió el Acuerdo de Paz. Y estas medidas presentes también en nuestro Plan Nacional de Desarrollo se han dedicado a revitalizar la institucionalidad del sector agrario a través de la operación interinstitucional y de coordinación interministerial con el Sistema Nacional de Reforma Agraria, en el que no solamente participa el Ministerio de Agricultura, sino que en cada uno de esos subsistemas, que tienen distintas funciones, misionalidades, temáticas, confluyen el resto de las instituciones del Estado colombiano. Entonces, para darles una idea de cómo se reconfiguró este diseño institucional, ese Sistema Nacional de Reforma Agraria inicia con el subsistema 1, que es el acceso a la tierra, va hacia el subsistema 2, que es el de las territorialidades campesinas y las zonas de reserva campesina. También contempla el subsistema 3, que es el ordenamiento del territorio y la resolución de los conflictos ambientales. Pasa al subsistema 4, que tiene que ver con la provisión de bienes públicos y la garantía de derechos en las zonas rurales. El subsistema 5, que tiene que ver con la
transferencia tecnológica y el proceso de investigación científica para la producción de alimentos, el subsistema 6, que lo dirige el Ministerio de Industria y Comercio, que busca el escalamiento de las economías propias, campesinas, de los pueblos indígenas y de las comunidades negras. Luego está el subsistema 7, que es el de acceso a crédito, y luego el subsistema 8, que es el de garantía de los derechos de los pueblos indígenas. Este mapa muy breve que les presento de cómo se está realizando el diseño institucional para operacionalizar la reforma agraria, por un lado, teniendo en cuenta importantes medidas, marcos normativos como las directrices voluntarias de la gobernanza de la tierra, pero no solamente esas, sino otras también, como lo es la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Campesinos y otros Trabajadores Rurales, que informa directamente el acto legislativo 01 que tuvimos en 2023, que incorpora en nuestra Constitución la protección del campesinado. Desde este gobierno se han dado protección especial al campesinado y ha sido reconocido oficialmente en la Constitución, tal y como ya estaba desde nuestra Constitución del 91, los pueblos indígenas y las comunidades negras, afrodescendientes y raizales. Para cerrar mi intervención, ¿qué pueden hacer los gobiernos? Los gobiernos pueden comprometerse y mostrar voluntad política alrededor de estas agendas. El gobierno de Colombia, en sus avances más sustanciales en cuanto a la política de reforma agraria, que además tiene una repercusión directa con los indicadores macroeconómicos, porque hoy la agricultura es el principal jalonador de nuestro Producto Interno Bruto. Nunca antes habíamos visto un crecimiento sostenido, al menos desde el 2023. Entonces, para nosotras es un indicador, es difícil probar la causalidad. Seguramente los expertos y las expertas acá en la sala podrían controvertirme eso, podemos diseñar el modelo y correrlo, pero sí hemos visto que están sucediendo dos fenómenos a la par. Por un lado, el avance sustancial en la redistribución y garantizar el acceso equitativo a la tierra, y al mismo tiempo, pues hemos contado con unos indicadores macroeconómicos para el sector agricultura que son muy importantes, ¿sí? Y tiene pues eso es una implicaciones en nuestros productos insignias, como el café. Hemos tenido resultados muy importantes en cuanto a los precios del café. Este es el mejor momento para los productores cafeteros en Colombia. Y como bien recalcaba la ministra de Agricultura, la doctora Marta Carvajalino, hace unos días acá en el Foro Mundial de la Alimentación, el café es la síntesis, por un lado, de nuestra historia agraria y ambiental y de nuestra historia actual en lo que es la construcción de paz. Thank you so much. That was a very inspiring, thank you, intervention, full of elements. In fact, I couldn't stop writing down my notes. It will be difficult to summarize, but I think you covered from the engagement through international instruments such as the VG to very practical implementation consequences of these instruments for a country like Colombia, without mentioning the reference to peace, of course. Dr. Schaumeier, let's move to Germany, and in particular to your ministry. What is your view, and which perspective do you see from the perspective of the government of Germany on how to continue contributing to the uptake of the VGGT, and maybe more in general to the CFS policy product? Thank you. So thank you and good morning. I would also like to thank all the organizers and thank you to Columbia to be part here, but also to organize the ECOT next year, which is absolutely important. This morning session also shows that I'm from the Ministry of Development Cooperation, and the Ministry of Agriculture is organizing this event, that we are working closely together. This is absolutely necessary in this topic, and I'm also happy that the private sector mechanism of the CFS is also taking part here. So what is our approach, and are we using the voluntary guidelines? Yes, we are using the voluntary guidelines in our project designs.
And it's one of our priorities to secure land rights, and this shows also in our large portfolio. And I'm really thankful that you mentioned all aspects of land rights, because you were also mentioning fisheries, and especially like fisherwomen, because 80% in fisheries in the value chain is women. And they are not working on the sea mostly, they're working on the land. And therefore land rights in this sense is extremely important because they are in processing. And if you don't own the land where you process, then you have a lot of problems in also growth and productivity and etc. So therefore, this aspect of land rights is a really important aspect of our work. I would also like to highlight this study, which the Robert Bosch Stiftung and TMG just published this year on net zero land rights. And I think the whole land rights approach will increase in speed, in speed because of the pressure it comes from carbon markets and nature credits. I think this is a great opportunity, but it's a great challenge also. We have to speed up in our efforts to keep pace with these mostly, at the moment, mostly voluntary carbon markets. I think that's extremely important. The German government, or the BMZ, as I already said, has a long track record in supporting land rights. But as you probably all know, the ODA cuts which we are facing in German governments are pretty severe. And the investments in the enabling environment which we took the last 10, 15 years comes to an end in a way. So I'm just coming back from Ethiopia, where we closed the SLG project in Africa, which invested over 60 million euros in a network of African experts in the continent on land rights. And just last week, there was another closing of one of our major projects in Berlin, the program on responsible land policy, where we reached over the last 10 years 650,000 households in 11 countries across Africa, Latin America, and Asia, who gained improved access to land. So I just wanted to highlight these two major projects. So why is it so there's echoing here? These major projects which show that our investment in this area is severe, and we are dedicated to set this as one of our priorities. Our new leadership in the ministry is also setting the land rights approach as one of our priorities. We will also use this in the land negotiations at the UNCCD, and we are also supporting several civil society organizations like the International Land Coalition, Transparency International, and the Rights and Resource Institute. So I thank again the organizers for this event, and I promise you, and this will be one of our top priorities still in the Ministry for Development Cooperation. Thank you so much, Dr. Schumayer. Thank you for touching upon additional topics like the voluntary carbon markets that offers opportunities and challenge, for mentioning the Rio Conventions, in particular UNCCD and others. Of course, we are all concerned about the reduction of funds, not only from the government of Germany, of course, but in general, that are going to affect a sector that we all know needs constant and long-term support. But still, we are thankful for what has been achieved so far.
we need to move, and I'm happy to move to the field. So we are connected with Niger. Madame Ima, bonjour encore une fois. Et donc, Madame Ima, vous m'entendez? Madame Ima? Apparemment. Madame Ima, bonjour. Vous êtes en mute, Madame Ima. Bonjour. Bonjour. Voilà, bonjour, Madame Ima. On est très heureuse de vous avoir ici. Et c'est bien. Merci encore pour être avec nous et pour partager la perspective des femmes et en particulier des femmes du Rassemblement démocratique du Niger. Et donc, Madame Ima, la promotion de l'égalité de genre, c'est un des piliers des directrices volontaires. Est-ce que vous pourriez partager avec nous et dire un peu plus quel était le rôle des directrices volontaires dans la promotion de l'égalité de genre au Niger? C'est à vous la parole. Merci, Madame Ima. Vous êtes en mute, Madame Ima. Voilà. Voilà. Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Voilà, donc je suis heureuse d'être avec vous ce matin. Les directives volontaires sur les gouvernances de la terre, de la pêche et des forêts a joué un rôle crucial dans la promotion de l'égalité des sexes dans la gouvernance foncière. Voici quelques points clés sur leur impact. Premièrement, il y a eu des formations en renforcement de capacité sur les directives volontaires et ces formations ont éveillé la conscience des femmes sur leurs droits en matière d'accès à la terre et aux ressources naturelles. J'ai personnellement participé à l'élaboration des directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable de 2009 à 2010, où j'ai participé aux consultations régionales et internationales à la FAO. Puis de 2011 à 2012, j'ai participé aux négociations au sein même de la FAO. Ensuite, j'ai participé à l'adoption des directives volontaires en 2012 en tant que déléguée de la Via Campesina, déléguée des femmes de la Via Campesina. Le contenu des directives volontaires m'a fait prendre conscience de l'importance des directives volontaires dans la gouvernance foncière. Et ceci m'a motivé en 2015 en tant que secrétaire général de ma structure, le Rassemblement démocratique des femmes du Niger, le RDFN, où j'ai demandé un financement de la FAO pour un projet de renforcement des capacités de la société civile sur les directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers au Niger. Et ceci dans 2 régions, à savoir la région de Dosso et la région de Tillabéri. Deuxièmement, les directives volontaires ont permis la naissance de groupes de défense des intérêts des femmes, ce qui a conduit à l'acquisition de 35% des terres aménagées par l'État et les collectivités aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation de handicap dans la politique foncière. Donc, comment on est arrivé à ce résultat? L'élaboration de la politique foncière du Niger a suivi un processus inspiré des directives volontaires et du cadre des lignes directrices sur la politique foncière. Pour s'en inspirer, le processus a assuré une formation de tous ces acteurs sur le document, telle que la formation des chefs traditionnels,
qui dispose d'un pouvoir de conciliation des parties en matière coutumière, civile et de transactions foncières. La formation des membres de la société civile constituée en consortium dans un comité multi-acteurs où les organisations de la société civile ont occupé des postes de responsabilité tels que le poste de vice-présidence du comité national préparatoire du document de la politique foncière et le poste de présidence du sous-comité suivi des recommandations des États généraux du foncier. Le consortium des OSC a organisé 120 rencontres qui ont mobilisé 3130 acteurs pour des renforcements de capacité des producteurs sur les directives volontaires et du cadre et lignes directrices. 18 ateliers régionaux ont été aussi organisés dans le cadre du renforcement des capacités des producteurs sur les directives volontaires de 2014 à 2020. La mise en œuvre des directives volontaires a suscité une égalité des sexes, tant au niveau des hommes qu'au niveau des femmes, ce qui a abouti à des résultats suivants. Le dynamisme du consortium de la société civile a favorisé la création d'un groupe de leaders féminins au Niger qui porte le nom d'Initiative Femmes pour le foncier rural. Cette initiative est née pendant le processus préparatif d'élaboration de la politique foncière et a apporté une forte contribution dans la mobilisation de plusieurs groupes d'acteurs féminins, tels que la participation des honorables députés femmes à des séminaires organisés par cette initiative. En tant que membre du Comité national de préparation de la politique foncière du Niger, j'ai trouvé que les femmes étaient sous-représentées au sein du comité préparatoire de la rédaction de la politique foncière de 2014 à 2021. Pour recueillir l'avis des femmes sur un large éventail, j'ai créé le groupe Initiative Femmes pour le foncier rural où à chaque étape de l'élaboration du document, je réunis le groupe pour leur présenter le document et recueillir leur avis que je fais intégrer dans le document pendant les séances plénières. Donc, le Conseil des ministres, en date du 9 septembre 2021, a adopté le projet de décret portant adoption du document de la politique foncière rurale du Niger et son plan d'action. Dans ce document de la politique foncière du Niger, les acquis obtenus de haute lutte pour les femmes rurales sont les suivantes. Premièrement, il y a l'octroi aux femmes, aux jeunes et aux personnes en situation d'handicap d'un minimum de 35% des parcelles aménagées par l'État et les collectivités territoriales. Vous savez qu'actuellement, la politique des nouvelles autorités est la grande irrigation pour pouvoir atteindre la souveraineté alimentaire. Donc, chaque fois qu'il y a ces grandes irrigations et qu'il y a le partage de ces parcelles, un minimum de 35% devrait être octroyé aux femmes, aux jeunes et aux personnes de situation d'handicap. Et tout cela, c'est pour régler que les femmes n'ont pas accès à la terre. Et ces terres-là sont des terres de l'État. Et elles sont aménagées. Les femmes peuvent avoir les parcelles et il y a l'eau et tout. Donc maintenant, cette mesure permet aux femmes rurales d'accéder à la terre facilement. Mais on est dans la phase de la mise en œuvre de cette mesure. Nous sommes en train de faire le plaidoyer pour que le Conseil des ministres prenne une mesure pour que ça soit effectif. La deuxième mesure, c'est d'encourager la délivrance des actes fonciers au bénéfice des femmes, des jeunes
et des personnes en situation de handicap, ainsi que les actes de sécurisation foncière communs aux conjoints. Donc, dès qu'il y a un acte commun à deux conjoints, on encourage surtout la délivrance d'actes de sécurisation foncière parce que les parcelles ne sont pas suffisamment sécurisées. Et maintenant, le travail du Collège des femmes et du groupe Initiative Femmes, c'est de sensibiliser les femmes pour qu'elles sécurisent leurs parcelles. La troisième mesure, c'est l'accomplissement des conditions de paiement des frais de délivrance des actes du Code rural pour les femmes, les jeunes et les personnes en situation de handicap par des paiements par échéance, c'est-à-dire pour les actes de cession et les titres fonciers. Cette mesure, elle donne des assouplissements pour que les femmes qui ont un faible pouvoir d'achat peuvent payer par échéance l'enregistrement de leurs parcelles, que ce soit les actes de cession et même les titres fonciers. Et cette mesure ne concerne que les femmes, les jeunes et en situation de handicap. Donc, elles peuvent payer par échéance jusqu'à amortissement et ensuite on leur délivre l'acte foncier pour sa sécurisation. Donc, il y a aussi l'exigence du consentement du conjoint ou de la conjointe pour les transferts fonciers définitifs en cas de copropriété entre conjoints. Parce qu'au Niger, on a vu, parce que vous savez qu'au Niger, c'est le patriarcat. Dès qu'il y a une propriété, c'est l'homme qui détient la propriété. Mais là, dans cette mesure, on exige en cas de transfert définitif et en cas de copropriété d'une parcelle, d'un champ, d'un verger, qu'il faut exiger le consentement du conjoint ou de la conjointe. Donc, cette mesure donne le pouvoir à la femme de donner son mot pour que les transactions définitives soient validées. Parce que dans l'autre, quand cette mesure n'était pas en action, l'homme tout seul peut décider de vendre son champ sans le consentement de la femme. Et cette fois-ci, il ne peut pas. Il faut que la femme donne son consentement pour que le transfert soit validé. On a aussi l'encouragement du recrutement ou de la désignation des femmes dans les organes de gestion et d'administration foncière, avec notamment un objectif de 20% de femmes dans les commissions foncières. Nous avons remarqué qu'au niveau des commissions foncières, les COFOCOM, les COFODEP, toutes les commissions foncières, il y a une insuffisance de femmes. Et c'est à ce niveau que se prennent toutes les décisions dans les transactions foncières. Et puisque les femmes sont sous-représentées, donc elles n'ont pas d'informations au niveau de ces commissions foncières. Et maintenant, dans la politique foncière, nous avons demandé, exigé que dans chaque commission foncière, qu'il y ait au moins 20% de femmes. Et que leur positionnement aux différents postes stratégiques. Les femmes qui seront de 20% de nos commissions foncières ne seront pas des femmes figurantes. Il faut qu'elles occupent aussi des places stratégiques pour pouvoir s'imposer. Et ensuite, on a demandé la sensibilisation des communautés sur les textes relatifs à l'accès sécurisé des femmes et des jeunes en situation de handicap. Donc, il faut surtout sensibiliser surtout les chefs traditionnels, les hommes, pour qu'ils sachent que voilà les acquis, voilà le pouvoir qu'on donne aux femmes au niveau de la politique foncière. Donc, toutes ces mesures ont été obtenues de haute lutte du groupe Initiative Femmes et du Collège des femmes de la plateforme paysanne afin de permettre aux femmes d'exploiter des terres aménagées sur fonds publics et se faire délivrer des actes de sécurisation foncière avec des modalités adaptées de paiement des frais.
Voilà, je vous remercie. Merci, Madame Ima. Merci pour partager avec nous l'histoire qui s'est déjà commencé quand on a lancé les directives volontaires. Moi, j'étais là aussi, Madame Ima. Donc, on a fait une route très longue, mais on voit les résultats au Niger et aussi encore les défis. Merci. Mais c'est vraiment, ça nous donne beaucoup de courage pour continuer la lutte et le travail. Merci, Madame Iba. Merci, c'est moi qui vous remercie. Merci. We have unfortunately lost the connection with Mr. Koulibaly, and so we're going to proceed with the second round of questions. And hopefully Mr. Koulibaly will be able to reconnect. So, Ms. Rojas, a lot has been said already about e-card yesterday, and it was mentioned today, but I think is the event of 2026 for what, at least for what, in relation to land. And can you share with us, in particular, what is, from your perspective, the role of a conference like eCard Plus 20 compared to the role of eCard 20 years ago? What has changed? How this context, international context, is different? And what can we expect? And what is the expectations eventually from the government of Colombia? Thank you. Bueno, muchas gracias también a la compañera de Mali por compartir esa visión desde la perspectiva de las mujeres campesinas y en un sentido más amplio la inclusividad del derecho a la tierra y la garantía del derecho a la tierra para todas y todos. Bueno, en primera medida, la conferencia del 2006 fue una conferencia muy potente por la participación de los estados. Su declaración final en lo que tiene que ver con la misión, con los principios de la conferencia, son profundamente democráticos, ¿sí? Y las directrices voluntarias de gobernanza de la tierra, digamos, son como ese elemento intermedio entre la conferencia del 2006 y esta conferencia del 2026. Es como el hito de la mitad del camino. Entonces, 20 años después de la primera conferencia podemos hacer una evaluación en dos sentidos. En lo que se acordó en el 2006, en el compromiso de los estados y de ese marco internacional resultante unos años después que lo fueron las directrices voluntarias de gobernanza responsable de la tierra, los bosques y la pesca. Entonces, ese es un primer elemento que me parece importante señalar, que es una evaluación que tiene que comprender estos dos tiempos en cuanto a lo que se acogió en el 2006 y a la herramienta de las directrices. Es una oportunidad para hacer también una evaluación crítica, porque a pesar de que los resultados de la conferencia del 2006 son muy potentes en cuanto a la misión y a los principios de la ICAR, no podemos estar muy seguras y seguros que el avance ha sido la democratización del acceso a la tierra del 2006 para acá. Quizás la tendencia ha sido la contraria, que es la concentración de la tierra y el acceso a la tierra y a los recursos. Y esto es una oportunidad para revisar críticamente eso y para establecer por qué esa relación negativa, inversamente proporcional, porque a pesar de que avanzamos en compromisos entre estados, porque a pesar de que avanzamos en marcos normativos que contemplan el acceso a los recursos de manera más amplia, no logramos reversar las tendencias de concentración de la tierra y el acceso a los recursos. Y ese es como el primer elemento sobre el cual queremos proponer un análisis riguroso. Por eso también en esta conferencia una de las principales diferencias es que no solamente es de estados y no solamente cuenta con el valioso apoyo técnico de la FAO en su organización, sino que también hay otros actores sociales envueltos directamente desde el momento cero en la construcción del proceso de la conferencia, que son, por un lado, la sociedad civil,
y por los pequeños productores de alimentos, quienes más reivindican las directrices voluntarias de gobernanza responsable de la tierra, y la academia y los investigadores y las investigadoras. Ellos juegan un papel muy importante y contundente. La primera diferencia, como ya lo mencionaba, tiene que ver con esa composición multiactor de esta ICAR, a diferencia de la primera, en la cual los estados eran los protagonistas. Esta es una plataforma multiactor, esta es una plataforma que bebe del diseño y la conformación del Comité de Seguridad Alimentaria en todos los actores que participan en él. El segundo elemento que diferencia esta conferencia es que las temáticas no solamente se centran al aspecto de tierras, sino lo contemplan de manera más amplia con otros instrumentos internacionales en los que hemos venido trabajando como comunidad internacional y que hacen parte del Sistema General de las Naciones Unidas. Me refiero específicamente a que el año pasado se celebraron 2 COP resultantes de la Convención de Río, la COP de Biodiversidad, que se adelantó en Cali. Los países actualizaron sus planes nacionales de biodiversidad. Colombia presentó uno también, lideró una discusión bastante ambiciosa en cuanto a los targets, los objetivos, los mecanismos de financiación. La exministra Susana Muhammad, como presidenta de la COP, desarrolló un trabajo fantástico y muy riguroso en esa vía. También se celebró la COP16 en Riad contra la desertificación y la sequía, con el propósito de alcanzar la neutralidad en la degradación de los suelos y con unas metas especiales y específicas para los suelos con vocación agropecuaria. Y este año celebramos la COP30 en Belém do Pará, en Brasil. Entonces tenemos, al menos antes de la conferencia, 3 herramientas internacionales muy potentes de la Convención de Río. La COP de biodiversidad, la COP contra la desertificación y la sequía y este año la COP de cambio climático. Para cumplir todos los objetivos y todos los targets de cada una de esas convenciones de las partes, es necesario avanzar en medidas contundentes en lo que respecta al acceso y la gobernanza de la tierra. Y ese es el punto que quiere poner la ICAR. Después de estas 3 COP, desde 2024, 2025, vamos a cerrar el 2026 recogiendo esas medidas y esas discusiones y poniendo la tierra en el centro del debate. Si queremos alcanzar nuestros compromisos de biodiversidad, tenemos que darles derechos a los custodios de la biodiversidad, a los campesinos, a los pueblos indígenas, a las comunidades negras y afrodescendientes. Si queremos proteger nuestros suelos rurales para la producción de alimentos, teniendo en cuenta la multiplicidad de crisis y alcanzar la neutralidad en la degradación de sus suelos, tenemos que proveer de tierra a los productores de alimentos. Y si queremos adaptarnos y mitigar el cambio climático, tenemos que considerar la tierra no solamente en su función de secuestro de carbono, sino también en su función de producción de alimentos, de conservación de la biodiversidad. Y yo creo que este es el elemento más importante que tiene esta Conferencia Internacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural en su perspectiva integral, a la luz de las múltiples crisis, ¿sí? Y a la luz de articular esos instrumentos internacionales que parecen separados y que hasta ahora no se han podido conectar. Y la tierra es ese punto de conexión. Y esto también en consonancia con otras herramientas muy potentes como lo son la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Campesinos y otros trabajadores rurales, la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración de las Naciones Unidas de los Derechos de las Mujeres. Entonces creo que nuestra Conferencia Internacional de Reforma Agraria, y es la perspectiva que el gobierno potencia mundial de la vida quiere ofrecerle al mundo, es la visión comprensiva e integral de la interconexión de las crisis, pero también de las herramientas internacionales y de los compromisos internacionales que nos pueden llevar a mitigarlas y a frenarlas. Thank you so much, Ms. Rojas. I think that you have highlighted and explained very well where we were 20 years ago, what is the difference, where we are now, and how not only the voluntary guidelines, you mentioned the 3 Rio conventions, and also the multiple role of the different actors in building the dialogue around ICCAT plus 20. And so these lead me to the question, a similar question to you, Mr. Schaumeyer. What
what is the perspective of the government of Germany, of BMZ, in relation to ICAR plus 20? How do you see, or what are the expectations, the possible impact that you see out of a conference like that? Thank you. Okay, thank you. And so let me highlight five aspects of our expectations also to ICAR. And you already mentioned it, that one of the central questions which we should talk about is how our climate goals drive land demands and shape the life of the people. So that's absolutely crucial, because some of the NDCs, some of the national determined contributions over-rely on land to remove emissions, and implying a demand of about 1 billion hectares of land. So that's like impressive and probably not realistic. So I think we have to be very realistic on the sequestration of carbon on land. And I think this message should really come out of ICAR 20. My second point is that we really need to rely on monitoring and data. We have some SDG indicators already, 1.5, 5, and 15. So we should monitor and use the data also for ICAR. Then my second point is that based also on this data, 25% of land users worldwide perceive their land tenure as insecure. And we have to work on these numbers, to reduce these numbers, and make this also one of the highlights. Third aspect is that we need a strong connection to food insecurity. 28% of the world population is food insecure. And as you already mentioned, one of the bases to fight against food insecurity is land rights, especially for women. Fourth point, 3 billion people globally are affected by land degradation. So the connex to the UNCCD is extremely important because degraded land means biological and economic productivity has been reduced, so there is way to poverty. So therefore, this aspect of land degradation is important. So last but not least, and I think this is one of the most sensible aspects, is that land right defenders are in danger. So we are facing a lot of threats to people that defend land rights, and therefore it's extremely important that government but also civil society is working together in defending those land right defenders, and Germany is also supporting this, and I think we should also, or you should also highlight this in the ICAR 20 conference. So I think this is part of the expectations we as German government have, and yeah, I wish you a good luck for the conference. We will going to support it, and we will also participate, and thank you very much. Thank you so much. It's a long list, huh? It's a long list, but I couldn't agree more on each of the points you raised. But let me start with the last one, which is definitely not the least important in terms of priorities, the issue of the protection of land rights defenders. And I wanted to pass the floor to Mr. Coulibaly, but he has disappeared again, because that would have been a nice move to my question to him, which is the role of the voluntary guidelines in building trust and preventing conflict and mitigating conflict. But we are not lucky today with the connection. So I'm going to move to Madame Ima. Madame Ima, c'est encore... Vous m'entendez, Madame Ima? Oui, je suis là. D'accord, Madame Ima. Donc, c'est bien. Et encore un très grand merci. Madame Ima, on doit terminer dans quelques minutes, donc je vous prie d'être brève, mais précise dans votre contribution. Alors là,
Madame Ima, on revient sur la question de égalité de genre. Et donc, l'année prochaine, c'est l'année internationale des agricultrices proclamée par les Nations Unies. Donc, quel est votre point de vue par rapport à défis qu'on a encore de manière globale, je dirais, sinon dans les contextes africains, qu'on doit travailler dessus par rapport à l'égalité de genre? Vous avez déjà nommé quelqu'un, mais si vous pouvez encore retourner sur ça et peut-être donner des priorités, surtout pour les gouvernements. Merci, Madame Ima. Merci, Madame. Donc, les priorités que je souhaiterais pour les gouvernements d'abord, les gouvernements doivent prioriser la mise en application des mesures des politiques foncières en faveur de l'accès de la femme à la terre. Donc, ils doivent procéder à des révisions législatives et réglementaires. Par quels moyens? Commencer par éliminer les discriminations, modifier les lois et règlements pour garantir des droits fonciers égaux pour les femmes et pour les hommes, adopter des quotas pour garantir la représentation des femmes dans les instances de décision foncière. Les gouvernements doivent faire des renforcements de capacités en passant par organiser des sessions de formation pour les femmes sur leurs droits en matière foncière et les procédures d'acquisition des terres. Faire des renforcements de capacités des OSC, soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent pour l'égalité des sexes dans le secteur foncier. Les gouvernements doivent améliorer l'accès à la formation par promouvoir des campagnes d'information sur les droits fonciers en veillant à ce qu'elles atteignent les femmes dans les zones rurales. Ils doivent établir des systèmes d'information transparents et accessibles sur les droits fonciers. Les gouvernements doivent faire des mécanismes de médiation et de résolution des conflits. Ils doivent créer des mécanismes de médiation qui prennent en compte les spécificités de genre lors des résolutions des conflits fonciers. Inclure les femmes dans les commissions de médiation. Assurer que les femmes soient représentées dans les instances de médiation foncière. Les gouvernements doivent faire des engagements des communautés et des leaders traditionnels par organiser un dialogue inclusif en impliquant les leaders communautaires et traditionnels dans les discussions pour qu'ils soient sensibilisés aux droits fonciers des femmes. Ils doivent promouvoir des modèles positifs à travers des exemples de réussite de femmes, des femmes qui ont accédé à la terre pour encourager les autres. Donc, les partenaires, quant aux partenaires, ils doivent accompagner la sensibilisation de la femme rurale sur la vulgarisation des textes des politiques foncières. Établir une collaboration intersectorielle de partenariat entre les ministères de l'agriculture, de la promotion de la femme, les ministères de la justice et d'autres partenaires et d'autres parties prenantes. Les partenaires doivent mobiliser des ressources financières et techniques pour soutenir les initiatives de la société civile en faveur de l'égalité des sexes. Ces priorités doivent être intégrées dans les politiques publiques et dans les programmes de développement pour garantir que les droits fonciers des femmes soient pleinement reconnus et respectés, contribuant ainsi à une gouvernance foncière équitable et inclusive. Est-ce que je peux aller sur les lacunes en matière d'égalité? Donc, les lacunes qui ont été observées en matière d'égalité des sexes sur la gouvernance foncière sont: il y a l'absence des femmes dans les instances de décision de gouvernance foncière
notamment au niveau des commissions foncières. Il y a la faible participation des femmes dans les débats autour du foncier. L'ignorance des femmes rurales sur leurs droits en matière de foncier. Il y a une discrimination légale. De nombreuses lois foncières contiennent des dispositions discriminatoires qui limitent les droits des femmes à la terre. Il y a l'absence de quotas. Peu de pays adoptent des quotas ou des mesures incitatives pour assurer la représentation des femmes dans les instances décisionnelles foncières. Parmi les lacunes, on observe l'accès limité à l'information. Il y a le manque de sensibilisation. Les femmes, en particulier celles vivant dans les zones rurales, manquent souvent d'informations sur leurs droits fonciers et leurs procédures d'acquisition à la terre. Il y a l'inaccessibilité des données. Les informations foncières peuvent être inaccessibles ou difficiles à comprendre, ce qui limite la capacité des femmes à revendiquer leurs droits. Il y a des normes culturelles et sociales qui entravent aussi l'accès des femmes aux fonciers. Par exemple, les stéréotypes de genre, les normes traditionnelles souvent enracinées dans la culture peuvent favoriser les hommes dans les questions de propriété de l'héritage. Par exemple, en matière d'héritage, donc on donne les hommes, parfois dans certaines communautés, les hommes empêchent les femmes d'acquérir leur part d'héritage, surtout en matière de foncier. Et là, aucune loi, même qu'elle soit religieuse, n'a interdit cela. C'est tout juste un abus de pouvoir. Il y a la résistance au changement. Les chefs traditionnels et les communautés peuvent être réticents à accepter des changements qui favorisent l'égalité des sexes. Il y a l'inclusion des processus décisionnels. Sous-représentation des femmes dans les communautés, dans les comités fonciers et les instances décisionnelles, ce qui limite leur influence sur les politiques foncières. Il y a l'absence de voix dans le plaidoyer. Les femmes n'ont pas toujours la possibilité de participer aux discussions politiques concernant la gouvernance foncière. Il y a le manque de mécanismes de médiation, l'inadaptation des mécanismes de résolution des conflits. Les mécanismes de médiation ne prennent pas souvent en compte les spécificités du genre, ce qui peut entraîner des résultats défavorables pour les femmes. Très souvent dans ces comités de médiation, il y a très peu de femmes qui participent. Il n'y a que les hommes qui ont le mot à dire. Donc, ce qui veut dire que le résultat peut être biaisé parce que les femmes n'ont pas été consultées et que les résultats ne sont pas d'une manière collégiale. Il y a un accès limité au financement parce qu'il y a une exigence de garantie, surtout au niveau des banques. Les institutions financières exigent souvent des garanties que les femmes, en raison de leur statut foncier précaire, ne peuvent pas fournir. Ce qui veut dire que les femmes sont réticentes à accéder aux prêts bancaires. Il y a la faible bancarisation. Les femmes ont moins accès aux services banquiers et financiers, ce qui limite leur capacité à investir dans des projets agricoles. Voilà. Il y a le manque de ressources, le manque de retour et d'expérience. Il y a souvent un manque d'évaluation qui prenne en compte la perspective de genre, ce qui peut conduire à des politiques inefficaces. C'est-à-dire, en cas de suivi-évaluation, même dans les ministères, on ne prend pas en compte le travail fourni par les femmes. Parfois, il est marginalisé, ce qui n'encourage pas les femmes. Donc, en matière de suivi et évaluation, il faut qu'on comptabilise
du travail effectué par les femmes. Et parfois, il n'est pas minime. Parce que toutes les entreprises des femmes, elles sont toujours financées par autofinancement, avec des petites ressources. Comme je vous l'ai dit, elles ont peu accès aux ressources bancaires ou des microfinances. Il y a très peu de femmes qui ont accès à des financements importants pour pouvoir agrandir leur entreprise. Donc, toutes ces lacunes doivent être abordées par des interventions ciblées pour garantir que les femmes puissent accéder à la terre et aux ressources, revendiquer leurs droits et participer activement à la gouvernance foncière. Je vous remercie. Merci, Madame Ima, encore une fois. I think we have a super important point that Madame Ima has, let's say, described very openly and concretely, which is the inequality of gender when it comes to land. I think we definitely have succeeded in promoting a number of policies and legislations, but the implementation of the same and the concrete difference on the ground is still far to come. And I think it's definitely one, I'm sure it will be one of the point of the conference in Colombia in 2026. Colleagues, we have reached, unfortunately, the closing of the event. I know that most of the panelists and you also have commitment and to CFS. Let me maybe first of all conclude by inviting you all at 1:30, it is Yasmin, 1:30 in the Sheikh Zayed room to allow the sharing of the preliminary findings of the Global Land Observatory on land and access to land. And we hope to see you all there at 1:30. Secondly, I would like again to thank the government of Germany, the Ministry of Agriculture, and the Ministry of Cooperation and Development for coming and for, let's say, sharing their support to the voluntary guidelines to CFS, hopefully also in the future despite the difficulties. To thank the government of Colombia. I think you have a huge task in front of you. FAO, we know, is supporting, but I sense a lot of enthusiasm, first of all, and a lot of power and empowerment in your words. And I think I'm sure about the success of ICCAT Plus 20. I was there at ICCAT 20 years ago, and the voluntary guidelines came after. So let's see what comes after ICCAT Plus 20. I just take this opportunity also to remember that FAO is also, we know that water was not part of the voluntary guidelines, but we have not forgotten about water. And FAO, with the support of the government of Germany, is still working on the principle for responsible governance of water tenure. And that's, let's say, a challenge that we all have in front of us. Let me conclude by thanking, unfortunately, we were not able to hear from Mr. Koulibaly, but we have been so lucky to have Madame Ima avec nous. On était très heureux de vous avoir avec nous, Madame Ima, pour partager les points de vue des femmes et le point de vue des femmes du Niger et de la plupart des femmes d'Afrique et du monde. Merci beaucoup, Madame Ima. With that, colleagues, c'était un plaisir, Madame Ima. C'était un plaisir. Thank you so much. And again, hope to see you all at 1:30 today and later during CFS. Thank you for coming.